C'est dommage que vous nous fassiez subir votre petite propagande politique. Je n'ai jamais compris pourquoi tous les youtubeurs ressentent le besoin de faire cela. Politique à vomir. Si t'étais pas gauchias, tu serais Tu peux nous génial. définir l'extrême Donc droite? si tu es là pour faire du prosélytisme politique et faire passer des messages, Mais évite la politique. alors fais une vidéo Et politique encore plus des sujets auxquels t'as pas l'air une de connaître critique grand-chose. littéraire. Ah ça, les islamo-gauchistes Vous d'aujourd'hui êtes sont les fascistes d'hier. Bouh. Cette vidéo Puis est t'es marrante pro. pour une gauchiste apparemment convaincue. La diatribe antifa Betty Beta de la fin enlève hélas tout le sel du propos initial. J'ai donc lu le livre de Jordan Bardella. On me dira sans doute qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, et qu'en faisant une vidéo sur le livre de Jordan Bardella, je contribue moi-même à la stratégie de dédiabolisation et de normalisation du Rassemblement national. Étant donné que Jordan Bardella est passé en moyenne tous les 3 jours dans les médias, vacances et week-ends inclus, entre 2019 et 2022, qu'un budget de 200 millions d'euros a été débloqué simplement pour la promotion de ce livre, qu'il s'agit du livre le plus piraté en France de l'année dernière, qu'il a été vendu, le dernier chiffre que j'avais en tête, c'est 60 000 exemplaires, ce qui est énorme pour ce genre de livre, que le RN fait des scores records d'élection en élection, je crois que je peux dire, sans trop me tromper, que personne au Rassemblement national, à commencer par Jordan Bardella, n'a besoin de ma petite vidéo pour qu'on parle de son livre. Je crois aussi que justement, on a besoin des voix qui sont trop peu nombreuses pour dénoncer leurs stratégies insidieuses, leurs mensonges éhontés, pour contribuer à les exposer. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est ok. C'est vous qui choisissez de regarder cette vidéo. J'espère sincèrement que personne ne vous y contraint. L'ensemble des revenus de cette vidéo sera reversé intégralement entre 3 organismes journalistiques indépendants, le Fonds pour la presse libre, Blast et Street Press. Ce sont, selon moi, les principales sources fiables d'informations inlassables sur l'extrême droite, mais pas que. À cette occasion, j'ai activé les super likes. Je savais pas trop ce que c'était, mais YouTube n'arrêtait pas de me demander de les activer. Bon, après vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Je précise que j'ai vraiment mis des œillères pour préparer cette vidéo. Je n'ai lu aucun article et regardé aucune vidéo qui traiterait de ce livre. J'ai réussi à passer à côté de tout, ou presque tout. Allez Jordan, on regarde par ici, on est fiers de sa veste, on sourit. Ah super, encore un beau sourire. Entre la veste et les UV. Sublime. Sans surprise, le livre Ce que je cherche est un moyen de faire campagne en dehors d'un moment de campagne électorale, de faire événement, un peu sur le même principe que les rentrées littéraires ont été créées finalement. En plus d'un prologue et d'un épilogue, le livre se compose de 3 parties et 22 chapitres au total. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus chronologique, mais comme il le dit lui-même, il est un peu tôt pour des mémoires. J'imagine que c'est un moyen de masquer le fait qu'il n'y avait pas énormément de choses à raconter sur sa carrière politique. S'il n'y a fondamentalement rien de nouveau, car c'est exactement ce type de propos qu'on attendrait du livre écrit par un président du Rassemblement national, 2 choses sont toutefois notables. Il s'agit de l'œuvre de synthèse de l'idéologie de la nouvelle droite, sans contradiction ni débat. C'est un travail de longue haleine qui est mené un peu en sous-marin pour nous par les penseurs de l'extrême droite, de l'écosystème FN-RN, et notamment l'idéologie identitaire, qui est relativement nouvelle par rapport en tout cas à l'existence et à la doctrine du Front National. C'est le nouveau costume qu'on nous présente comme flambant neuf de ce parti, bien que en réalité les carcasses qui portent ce nouveau costume sont toujours les mêmes et toujours aussi odorantes. Bien sûr, la cible de ce livre est l'électorat RN, ou en tout cas ses sympathisants, mais c'est aussi l'occasion de chanter la sérénade à tout un ensemble de groupes d'indécis ou de gens qui pourraient être séduits par la possibilité du RN aux portes du pouvoir. Le livre fait donc les yeux doux aux agriculteurs, à la classe moyenne qui n'a droit à rien, aux cathos tradis anti-woke et aux bons immigrés. J'ai identifié 3 grands axes dans ce discours que je vous propose d'aller un petit peu regarder ensemble. En plus, mes haters, ils vont être contents. J'ai mis
Un bleu patriote? On dirait vraiment que mon pull, là, il va chanter la Marseillaise. Je ne suis pas d'extrême droite. C'est écrit noir sur blanc au début du chapitre 21. Audacieux pour le président du premier parti d'extrême droite en France. Ça arrive à la fin car cette affirmation vaut pour une conclusion assumée de tout ce que Jordan Bardella nous a exposé dans le reste du livre. Et ça vaut aussi pour une mise au point très claire pour quiconque en douterait encore. La raison guide mon engagement. Je n'aime ni les outrances, ni les excès. Jamais je ne me suis sentie de proximité intellectuelle avec l'héritage politique de l'extrême droite. Bien sûr, on cherchera à me ramener à cette étiquette, à invoquer un passé que je n'ai pas connu, à me rendre l'auteur de pensées troubles qui ne sont pas les miennes. Le prix à payer est cher pour celui ou celle qui ose mettre des mots sur le réel. La stratégie est grossière mais pas inefficace. Si le président du parti lui-même se décrit comme n'étant pas d'extrême droite, c'est que son parti ne l'est pas non plus, non? Parce que il faudrait être fou ou ignorant pour être le président d'un parti dont on ne partage pas l'idéologie. Jordan Bardella concède son ignorance initiale à l'âge de 17 ans. Il se met en scène en train de regarder le débat télévisé qui opposait à l'époque Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et il se décrit en train d'admirer Marine, son éloquence, sa posture. Selon son histoire, c'est ce moment qui aurait été le déclic, le moment où il a décidé de s'encarter et de suivre la voie de la politique. L'intégralité des hommes politiques était malhonnête. C'est vous, et c'est vous, Moi parce que, mais oui, bien sûr, votre Moi parti. Mais qui elle est, celle-là? Le Front National est décrié. J'ignore tout de son histoire, de ses fondateurs, et même de Jean-Marie Le Pen. Je croiserai ce dernier brièvement, à 3 reprises, au cours de mon ascension. Il ignore tout de Jean-Marie Le Pen, c'est donc qu'il ne doit exister aucune photo de lui dans sa jeunesse, avec Jean-Marie Le Pen tout souriant après avoir fait 2 à 3 heures de queue dans le froid parisien de plein hiver. Non, ça n'existe pas. Et je veux bien qu'on ne soit pas sérieux à 17 ans. Mais il aurait bien été la seule personne de toute la France à ignorer la résonance du nom Front National et celui du nom Le Pen. Pas nous prendre pour des buses non plus. Mais en général, dans ce livre, quand Jordan Bardella nous présente un chemin, c'est pour qu'on évite d'aller voir dans les fourrés tout ce qui est caché autour. Ici, il s'agit surtout de détourner l'attention sur ce qui a constitué son engagement initial au Front National. Il ne s'agit pas tant de sa chère Marine, comme il aime à le rappeler. En fait, il faisait partie de ce groupe assez éclectique et de groupe, voilà, vous pensez au sens conceptuel, qui était séduit et à l'écoute des idées d'Alain Soral. Pendant longtemps, les idées de virilité et autres d'Alain Soral ont constitué une autoroute de conversion entre principalement la jeunesse exclusivement masculine qui se reconnaissait ou qui était séduite par ses discours et le Front National jusqu'à ce que Alain Soral claque définitivement la porte du parti. Non, Jordan Bardella n'est pas d'extrême droite, il nous le dit. Il est un patriote, un homme doué de raison, de bon sens. Ce sont les nouveaux concepts, les mots utilisés préférés des gens de droite pour ne pas avoir à argumenter. Because I have common sense, okay? And unfortunately, a lot of people don't. Bah oui, si vous êtes de bon sens, c'est ce qu'on peut vous reprocher. C'est donc tout à fait un hasard, selon lui, si, lorsqu'il se met à citer les livres qui s'entassaient sur les tables de chevet de lui-même et de ses amis lorsqu'il appartenait au syndicat des étudiants de droite, pur hasard donc, si l'ensemble de ces livres sont à minima, je dis bien à minima, récupérés par l'extrême droite quand ils n'en sont pas le fondement idéologique. Allez, petit exercice, allez vérifier combien de lectures vous avez en commun avec la génération des canettes. Petit nom affectueux qu'ils se donnent, ce petit groupe qui s'est donné en référence au nom du bar où ils aimaient aller souvent, se retrouver, discuter, rire, partager, en toute virilité. Nos tables de chevet se ressemblaient. Michel Houellebecq,
Jean-Claude Michéa, Patrick Buisson, Laurent Oberton, Éric Zemmour, mais aussi Christophe Guilly, Michel Onfray ou Régis Debray. Le théoricien du grand remplacement, Renaud Camus pour les plus fougueux, Albert Camus pour les autres. Je viens d'apprendre qu'Albert Camus est décédé une seconde fois, en se sachant cité dans cette liste. Le zoologique bardélisme nous dit donc que si on lit des livres d'extrême droite, si on appartient à un parti d'extrême droite, si ses amis sont majoritairement d'extrême droite, mais on n'est pas soi-même d'extrême droite. 1-1. Être RN, ce n'est pas facile tous les jours. Pour l'illustrer, Jordan Bardella va convoquer une anecdote personnelle. Tenez-vous bien. À l'époque, Jordan Bardella est en train de chercher un appartement en location en région parisienne. Lorsque l'agent immobilier lui demande ce qu'il fait dans la vie, question tout à fait normale par ailleurs, il explique être employé par le Front National, à l'époque. L'agent immobilier lui répond « Ah ouais, quand même !» Après une quinzaine de visites, personne ne me rappelle. Mon père me propose de vivre chez lui le temps de la campagne électorale. Il habite à Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise, une commune plus paisible que celle qui abrite notre cité. Je finis par accepter. Mais quelle horreur, mais quelle difficulté cet homme a dû affronter. Il y a Atlas qui porte le monde et en dessous, il y a Jordan Bardella qui porte Atlas, qui porte le monde. Non seulement il laisse sous-entendre que c'est à cause de son affiliation politique qu'il ne trouve pas de logement, alors que quiconque a déjà cherché un logement en région parisienne, sait quel enfer c'est. Mais en plus, il raconte que, pauvre Choupinou, il avait pas de logement, donc il a dû aller s'installer à son corps défendant dans une banlieue cossue d'Île-de-France. Deuil-la-Barre, c'est un peu le Touquet de l'Île-de-France. Alors d'accord, on ne choisit pas où ses parents habitent, mais bon, je pense qu'il pourrait y avoir pire comme scénario pour lui. Mais peut-être pas. Cela lui permet de se placer en résonance avec le sentiment de stigmatisation des électeurs du RN. Un peu le « on est dans le même bateau, moi aussi j'ai été humilié, moi aussi j'ai souffert ». Parce que si lui a été humilié, si lui a été stigmatisé, ce n'est jamais que lui dans son discours. C'est l'ensemble des électeurs que représente le Rassemblement national. Les 10 millions et quelques, il adore citer le chiffre exact. À chaque fois que ce sujet revient sur le devant de la scène, je ne peux m'empêcher de m'interroger. Qui sont-ils pour ériger au gré de leurs humeurs ce mur indigne contre un mouvement politique représentant plusieurs millions de Français qui, en 52 ans d'années d'existence, n'a jamais contesté la moindre élection, s'attachant toujours au respect des institutions et des principes démocratiques. Je ne sais pas si l'on peut dire que le Conseil d'État rend ses jugements, ses constats au gré de ses humeurs. Mais il ne doit pas s'agir d'une institution démocratique. Ah, c'est la plus haute instance juridique de France. Bon, peu de choses. Dans un double mouvement réservé aux professionnels du subterfuge politique, à ne surtout pas reproduire chez vous, Jordan Bardella va à la fois dénoncer la stigmatisation de ses électeurs et en même temps appuyer sur ce sentiment de rejet, de marginalisation. Ça peut avoir l'air contradictoire, mais utiliser le levier de la victime éternelle, seule la victoire de notre parti peut vous sauver, peut vous faire recouvrir une dignité perdue ou en tout cas être écouté, est essentiel pour lutter contre l'absentéisme et pousser son corps électoral ou sympathisant au vote. Gabriel Attal a conservé tous les réflexes vicieux de l'apparatchik socialiste. Il mit en place un hypocrite cordon sanitaire, terminologie médicale, suggérant que le RN et ses millions d'électeurs seraient porteurs d'une effroyable maladie dont il faudrait coûte que coûte se prémunir. Pour les certificateurs de brevets de républicanisme, le Rassemblement national était redevenu, en cette rentrée, une composante de l'arc républicain. Cette expression, utilisée de manière indécente pour classifier les opinions en fonction de critères moraux, est censée déterminer votre appartenance au camp du bien ou à celui des forces du mal. Jordan Bardella adore renverser la popote, ou plutôt mettre l'ensemble des ingrédients dans une grosse cocotte
qui va secouer et puis il met tout ensemble. Comme ça, on sait plus trop quelle était la recette initiale. Et il nous sort un gloubi-boulga, bon appétit. Ce seraient les détracteurs de son parti, les personnes qui dénoncent le Rassemblement national, qui eux seraient antidémocratiques, qui eux seraient anti-républicains, en refusant de dialoguer avec le RN et ses électeurs. Et il pointe ce grand taquin, l'hypocrisie de cette situation où les personnes même qui critiquent le Rassemblement national font campagne sur les thèmes propres au Rassemblement national. Ainsi, voilà ce qu'il lance au président de la République Emmanuel Macron. J'ai cru comprendre que cette réunion était réservée au parti de l'arc républicain. Je suis heureux d'apprendre que nous en sommes. Le président esquisse un sourire en coin. Il ne me répond pas. On dirait un peu du Wattpad. Ça a commencé avec quelques blagues légères, puis des regards appuyés. Franchement, si des gens veulent écrire une fanfiction politique, je la lirai, je vous promets. On reparlera des fameux thèmes du RN, mais pour l'instant, arrêtons-nous sur une autre dinguerie de communication. Selon Jordan Bardella, le RN n'aurait rien à voir, rien du tout, avec son prédécesseur, le FN. Il y eut aussi la rupture avec l'héritage sulfureux du Front National, la condamnation salutaire des déclarations de son fondateur, qui niait les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et les monstruosités du régime nazi. Ça s'appelle jeter le bébé avec l'eau du bain. Enfin, si le bébé était un tortionnaire, raciste, homophobe, négationniste et... J'en oublie ? Ah, j'en oublie sûrement. Mais que c'est pratique de mettre tout le passé du parti, qui est simplement qualifié de sulfureux, sur les épaules du décédé Jean-Marie Le Pen. Allô ? Ah, on me souffle dans l'oreillette qu'il resterait quelques éléments indésirables et problématiques au RN ? Ah mais non. Ils sont partis par eux-mêmes. Ils sont tous allés chez Éric Zemmour. Nos détracteurs du RN n'étaient pas légion. Au beau milieu de la campagne, alors que les sondages nous donnaient au coude à coude avec Éric Zemmour pour la qualification au second tour, ces quelques élus décidèrent benoîtement de nous quitter et de parier sur une victoire de notre concurrent. Ces départs, effectués par la petite porte et annoncés par voie de presse, eurent le mérite d'acter une rupture avec les excès du Front National d'hier. Et ben voilà, le ménage s'est fait tout seul, même pas besoin de sortir le Karcher du placard. On dit que ce sont les meilleurs qui partent en premier, eh bien non, pas au RN, ce sont les meilleurs qui restent. Faisons un petit détour qui sera petit mais éloquent sur ce que dit Jordan Bardella à propos de son ancien adversaire tête de liste du clan macroniste aux élections européennes, Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau est l'exact opposé de Jordan Bardella. Déjà en termes de parcours, elle a fait myriade d'écoles, elle est haute fonctionnaire d'État, elle a été ancienne ministre et elle incarne, selon lui, cette élite déconnectée du réel, bardée de diplômes, qui ne comprend pas le peuple. Il rappelle que la campagne de Nathalie Loiseau a été entachée par des révélations qui portaient sur le fait qu'elle a été membre du GUD pendant sa jeunesse. Elle s'était présentée sous les couleurs d'un syndicat issu du GUD, le groupe Union Défense, lors de ses études à Sciences Po. Cette organisation faisait état d'un extrémisme assumé, provocateur et violent. Elle affirme regretter son engagement, évoquant une erreur de jeunesse. Moi, mes erreurs de jeunesse, c'était pas rejoindre un syndicat d'extrême droite. Et là, c'est le plus gros pied de nez que le RN fait au reste du pays. Parce que quand on lit ça, on se dit « Oh là là, mais vraiment, le GUD, ce sont des mauvaises personnes. » Et puis, bien sûr, s'il écrit ça, jamais le FNRN n'a été associé avec ces personnes-là, jamais. Je les imagine tous à l'écriture et la relecture de ce passage, goguenard, à se féliciter de ce coup de génie, qui est en vérité un énième mensonge qui présume de notre débilité collective. Même si le GUD, à proprement parler, a été dissous, la GUD Connexion, c'est ce qu'on appelle l'écosystème d'extrême droite, qui est identitaire, violemment nationaliste et dangereux, qui gravite depuis longtemps autour de Marine Le Pen et aussi Éric Zemmour. Les GUDards s'appellent eux-mêmes les rats noirs. Ils sont des identitaires néofascistes qui organisent souvent, régulièrement, ce qu'ils appellent des ratonnades, qui sont des moments où ils cherchent à agresser, tabasser, voire pire,
des citoyens innocents qui se baladent dans la rue. Depuis des années, Marine Le Pen s'agace et proclame et répète qu'elle n'a plus aucun lien avec ses amis du GUD. Et Bardella va donc encore plus loin avec ses propos en jetant la responsabilité d'appartenance à ce groupe sur le clan macroniste. Combien d'années va-t-il falloir pour que je me batte, pour que les gens sachent quelles sont mes idées ? Ces groupes radicaux m'ont toujours détesté et combattu. Ils n'ont pas de place au RN. Non pas que je n'ai pas confiance en lui, bien sûr, mais pour m'en assurer, j'aime vérifier en tant que personne de raison et de bon sens. Donc j'ai fait une petite comparaison entre les gens du RN qui sont cités par Bardella dans son livre et ceux qui sont mentionnés par Jean-Stéphane Faure dans son enquête d'investigation. Et quelques dossiers street press. Alors, je ne pourrais pas tout couvrir tellement il y a de sujets, mais comme d'habitude, toutes les sources sont dans la barre de description, donc vous pouvez aussi aller encore plus loin. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien fait mon travail, mes devoirs que personne ne m'avait demandé. On va commencer par la partie de gauche où j'ai identifié toutes les personnes du RN qui sont citées par Jordan Bardella dans son livre. Les petites pastilles jaunes sont, si elles sont aussi mentionnées dans l'enquête de Pierre-Stéphane Faure. Les petites étiquettes oranges, s'il y a des accusations, des enquêtes qui sont en cours, voire des condamnations. Donc quand on regarde ça, on se dit bon, il y a des choses, affiliation au cercle Pouchkine, un lobby pro-russe. On voit un charmant monsieur qui faisait partie du syndicat étudiant Cocarde étudiante et qui est connu pour des actions violentes vis-à-vis des grèves étudiantes. On a aussi dans la famille de Laure Lavalette des choses qui sont questionnables, avec l'appartenance de Papou à l'Ordre Nouveau et à la Croix de Feu. Et Philippe Olivier, le grand aussi penseur de l'extrême droite, donc je voulais parler de la nouvelle droite, c'est vraiment l'une des personnes les plus impliquées dans la définition et la propagation de cette idéologie. C'est pas fou quand on regarde ça, mais c'est pas non plus le plus choquant. C'est pourquoi on va passer sur la partie de droite, vu que, je vous le rappelle, le GUD, notamment, est vraiment des personnes qui ne sont pas recommandables, qui sont violentes, qui sont dangereuses. On va commencer par une première personne qui n'est pas citée, alors que c'est quand même le garde-corps de Jordan Bardella, Thierry Léger, qui est aussi poursuivi dans le cadre des accusations des postes d'assistants parlementaires au Parlement européen, qui appartient à Action française. On a Philippe Vardon, il appartient à Génération Identitaire, il y a du vidéo assez sympathique de lui où il fait des saluts nazis et il chante des chansons d'extrême droite. Et il fait partie de ces gens qui sont partis chez Éric Zemmour et qui sont revenus au Rassemblement national. Donc bon, ils font croire que peut-être les éléments les plus dangereux sont partis chez Zemmour, mais en tout cas, ils sont revenus sans problème. On a aussi une belle photo de Jordan Bardella qui tracte dans sa jeunesse, on va la regarder, avec Cyril Bauzonnet. Lui, c'est un proche de Maxime Brunery, le militant d'extrême droite, celui qui avait tenté d'assassiner Chirac. Ça remonte un petit peu, mais bon, pour un parti qui n'a rien à se reprocher, voilà, regardez Jordan Bardella et Cyril Bauzonnet en train de tracter. Non, mais il est loin. Il n'a jamais été proche des militants d'extrême droite. Non. Qui d'autre ? On a Jean-Lin Lacapelle, qui est un proche du GUD, qui est le mentor aussi de Bardella. En tout cas, c'est quelqu'un qui l'a vraiment propulsé là où il est aujourd'hui, au cœur du RN. Et surtout, regardons cet écosystème, donc le cercle orange dans le cercle rouge, qui concerne que les personnes qui sont liées au GUD. Je rappelle, le GUD est dissous, mais ça n'empêche pas beaucoup de personnes d'en avoir fait partie. Commençons par Frédéric Chatillon, qui est un proche de la famille Le Pen. C'est une famille bourgeoise de Bretagne et il organise tous les ans, ce monsieur, une fête en l'occasion de, non pas son propre anniversaire, mais celui d'Adolf Hitler. Et Jordan Bardella, qui, je le rappelle, est une personne très très loin de ses idées, de cette idéologie, eh bien trinque avec Frédéric Chatillon chez lui. Coïncidence, ça arrive à tout le monde d'être là, au mauvais endroit, au mauvais moment,
de se retrouver à un dîner de néo-nazis sans le savoir. Kérridwen Châtillon, donc l'une des filles de Frédéric Châtillon, est l'ex de Jordan Bardella. Je parle d'elle parce que déjà, elle est identifiée sur beaucoup de photos des défilés néofascistes. Elle porte la croix celtique et d'autres signes d'appartenance à l'extrême droite. Et en plus, elle a été mannequin pour la marque Babtou Fragile. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. En fait, c'est une marque de vêtements d'extrême droite dont le fondateur est Loïc Le Priol, un ancien GUD, fiché S et aujourd'hui poursuivi pour meurtre. Passons maintenant à 2 personnes qui sont clés dans l'écosystème autour de Marine Le Pen et dont la proximité avec Marine Le Pen a été énormément identifiée et reprochée. Il s'agit d'Alex Lousteau et Olivier Duguet qui sont sur les photos donc du défilé néofasciste du 6 mai de l'année dernière et sans doute d'autres. Les 2 sont les actionnaires fondateurs de la société e-Politique. La société e-Politique est une agence de communication qui a 2 clients identifiés, qui sont le RN et le régime syrien de Bachar al-Assad. Ouah, j'ai la lumière là sur le front, ça fait bizarre. Je suis touchée par la grâce. On veut m'aveugler! On veut m'empêcher de dire la vérité. Étant donné que Marine Le Pen n'arrêtait pas de dire qu'elle n'avait plus aucun lien ou qu'elle n'avait jamais eu de lien avec le GUD, Jordan Bardella a demandé, sans doute un sous-marin, à Alex Lousteau et Olivier Duguet de ne plus être associés à la société e-Politique. Ils ont donc revendu leur part à Alexandre Martin, l'actuel président, qui est aussi un ancien GUD. Oui, c'est... Ils ont des caractéristiques communes d'avoir les yeux morts et les sourires figés. Et le seul employé d'e-Politique qui a été identifié par Pierre-Stéphane Faure avant que l'organigramme soit supprimé est Paul-Alexis Hussac, qui est aussi donc identifié comme ancien GUD et présent au défilé néofasciste du 6 mai. Si vous pensez, et c'est votre droit, qu'on peut sortir avec quelqu'un sans en partager les idées, bon, on a quand même une petite photo de Jordan Bardella, Kérridwen Châtillon et Jean-Lin Lacapelle, donc le proche du GUD, qui trinquent tous ensemble bien joyeusement en 2017. Autre chose aussi notable est la proximité d'Alex Lousteau avec Marc de Cacqueret. Si ce nom ne vous dit rien, c'est un homme très dangereux qui a interdiction formelle d'être à Paris, un ancien gudard qui est allé combattre en Arménie dans le Haut-Karabakh. Chacun ses hobbies, moi je pensais plutôt me mettre au crochet ou à la broderie. Marc de Cacqueret, donc, est le responsable de la sécurité de l'île privée de Vincent Bolloré. On ne refait pas les liens entre ces charmants écosystèmes. Et Alex Lousteau a permis à Marc de Cacqueret d'éviter la prison en lui fournissant une opportune promesse d'embauche qui, je ne sais pas sous quel maillon légal cela tombe, mais en tout cas, ça lui a permis de dire j'ai un travail, je ne peux pas aller en prison. À vous d'en tirer vos conclusions, mais les propos de Jordan Bardella comme quoi il n'a aucune proximité intellectuelle ou idéologique avec l'extrême droite. Et pour ajouter à l'injure ce qui sonne pour moi comme de la moquerie, Jordan Bardella écrit, noir sur blanc encore une fois, cette question rhétorique qui sonne comme un soufflet à notre intelligence collective. Est-ce que je fréquente de dangereux extrémistes ? Suis-je en train de banaliser l'image de l'extrême droite ? La Macronie est responsable de presque l'entièreté des maux du pays. Après tout, ils sont des élites arrogantes, totalement déconnectées de la réalité du pays. Réalité bien pratique que seul s'attache à connaître le RN, qui bat le pavé, qui bat la campagne en costume sur mesure à la rencontre des vrais Français. Enfin, sauf ceux qui ne l'aiment pas. Si Gabriel Attal en prend particulièrement pour son grade, Jordan Bardella n'est pas aussi hargneux avec Macron, sans doute parce que il est quand même président de la République, donc il évite de tirer à balles trop réelles ou en tout cas explosives sur lui. Emmanuel Macron a horreur de la vie réelle. Il n'aime que les rêves qui jaillissent de son cerveau bouillonnant. Emmanuel Macron n'aime pas les Français modestes. Combien de fois aura-t-il montré une attitude supérieure qui démontrait son mépris pour tant de nos compatriotes ?
Je me demande si le RN montre du mépris pour certains de nos compatriotes. J'ai un doute. Comme Malte qui ne répond plus aux demandes de coordination de sauvetage. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Et ça fait bizarre d'être d'accord avec Jordan Bardella, croyez-moi, mais la dernière décennie a bien montré qu'Emmanuel Macron n'aime que lui-même. Ses mandats successifs ont contribué à entériner la fracture entre les dirigeants, les politiques et le peuple, différence sur lequel le RN table énormément pour susciter l'indignation auprès de son électorat. On dénonce les élites du diplôme. Ces personnes qui savent bien parler tout en étant bien au chaud, qui donnent des leçons alors que la vie ne leur en a pas donné. C'est ici un certain usage de la parole, jugé abusif et déconnecté, souvent teinté d'arrogance voire de mépris, qui est pointé. La persistance et l'entretien conscient de la fragmentation, la dépolitisation et la production de passions tristes est essentielle à l'extrême droite. Il passe son temps à rappeler que les thèmes de prédilection du RN, donc l'immigration bien sûr, sont repris partout par les autres partis de droite. Ceci, pour lui, illustre un air du temps, un Zeitgeist, comme disent les Allemands. Si tout le monde en parle, à commencer par le parti au pouvoir, c'est donc que ces thèmes sont une réalité et donc un problème. Vous voyez la malhonnêteté intellectuelle de la démonstration ? Parce que les Bolloré et compagnie se sont créés des empires politico-médiatiques, la fenêtre d'Overton du débat n'a fait que 1. Se rétrécir et de 2. Se déplacer de plus en plus vers la droite. Il est facile de montrer tout cela comme une sorte de validation par l'expérience, alors qu'en réalité, les conditions de réalisation de l'expérience sont détenues et contraintes par les biais idéologiques de ceux qui la réalisent. La thématique des migrations est durablement installée dans l'actualité, avec une moyenne de 2,3 sujets par jour. Dès que le triptyque immigration, islam, insécurité occupe l'espace médiatique, c'est cadré à travers les grilles de lecture de la droite. Puisque les diagnostics historiques de l'extrême droite sont considérés comme des acquis, seules sont discutées les solutions, dont le périmètre médiatique acceptable va généralement de la droite à l'extrême droite. Totalement marginalisés, les intervenants en capacité d'apporter une contradiction étayée aux thèses sécuritaires et xénophobes se voient systématiquement accusés d'angélisme, d'ingénuité et de laxisme. Bon, en revanche, Bardella, il a toujours pas digéré les résultats des élections législatives anticipées. Comme ils ont fait un score record aux élections législatives européennes, ils s'attendaient à faire un score record aussi en France. Mais suite à la forte mobilisation du nouveau Front populaire, ils n'ont pas fait le résultat escompté. Donc il fait croire que le président Emmanuel Macron a retourné sa veste pour s'allier à la gauche et empêcher le RN de pouvoir avoir une majorité. Quand bien même d'ailleurs l'électorat de Marine Le Pen a doublé entre 2014 et 2024. Macron n'empêche pas grand-chose. 2017 et 2024, je sais pas ce que j'ai dit. L'hypothèse du RN a poussé Emmanuel Macron et Gabriel Attal à marchander sans vergogne avec le NFP et Jean-Luc Mélenchon durant l'entre-deux-tours. Ils étaient prêts à s'allier avec une gauche que ce dernier jugeait quelques jours auparavant coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et, au fond, de rupture avec beaucoup de valeurs de la République. Ça s'appelle réécrire les faits parce qu'on se souvient de la réticence folle des macronistes qui, même pour appeler à faire barrage au RN, c'était au-delà de leur force. Ça leur a coûté. Combien de candidats macronistes ont refusé de se désister au second tour alors qu'ils n'avaient aucune chance de gagner? Et surtout, les analyses ont montré que ce ne sont pas du tout les électeurs macronistes qui ont empêché quoi que ce soit. Au contraire, ils ont énormément déplacé leur vote vers la droite et l'extrême droite. Et en fait, ce sont les électeurs de gauche, toutes gauches confondues, qui se sont mobilisés pour empêcher le RN de passer, même si ça voulait dire voter pour des candidats macronistes ou d'autres partis de droite. Et en plus, malgré la victoire du NFP qui est arrivée en tête en termes de groupe parlementaire, c'est Michel Barnier qui a été élu Premier ministre avec la bénédiction de Marine Le Pen. Et aujourd'hui, on a sorti une vieille carcasse du rebut en la personne de François Bayrou qui parle de grands remplacements, qui ne sait même pas faire de photos officielles décentes. C'est vraiment manipuler les faits pour nourrir chez les électeurs du RN le sentiment qu'ils sont dupés, qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, qu'ils doivent se mobiliser. Et c'est là où le fait d'être dans une ère de post-vérité
comme on l'entend beaucoup, qui m'a toujours semblé assez abscon, prend tout son sens. Parce que ce sont ceux qui mentent, surtout ceux qui mentent, qui se défendent d'être des personnes pragmatiques, de dire la vérité, le réel. La meilleure manière de maintenir le peuple passif et obéissant est de limiter strictement le spectre des opinions acceptables, tout en favorisant un vif débat à l'intérieur de ce même spectre. À votre avis, selon Jordan Bardella, qui est le bon gars de gauche? Car oui, il y en a un, et un seul. Tous les autres sont d'extrême gauche, bouboubou. Pensez bien, vous avez plusieurs noms en tête? Eh bien, l'Oscar d'adoubement de gauche est attribué à Raphaël Glucksmann, le candidat soutenu par le Parti socialiste, dont le mérite aura été de réveiller une gauche modérée et raisonnable, éloignée des outrances et de la violence des troupes mélenchonistes. Non mais dire « heureusement qu'à gauche, ils ont Glucksmann », c'est comme dire « heureusement que Jésus avait Judas Iscariote dans ses amis ». Mais c'est une dinguerie extraplanétaire. Raphaël Glucksmann, validé comme un bon gars de gauche par Jordan Bardella. Je crois que là, on a dépassé un niveau humainement acceptable de honte. Il faut se désintégrer immédiatement. J'aurais tellement honte, mais tellement honte, de recevoir des lettres de noblesse de gauche de la part du RN. Les gens de gauche sont les moins nommés dans son livre alors qu'il fait du name-dropping à foison. On a notamment Anne Hidalgo qui est citée mais pour les JO et pas gentiment, et Daniel Obono qui est cité également mais encore moins gentiment. Sinon, à chaque fois qu'il veut parler de la gauche, déjà elle est qualifiée toujours d'extrême gauche et en plus elle est appelée Mélenchon et ses amis. Il agite sans cesse le spectre de Mélenchon, qui d'ailleurs est une figure qui divise énormément et à commencer par la gauche. Il veut donner l'impression d'un groupe de bons petits soldats sous la coupe de cet homme despote et qui est incapable de réfléchir et qui juste applique et suit les ordres de Mélenchon. En fait, Jordan Bardella, c'est un peu le parent qui fait peur à ses enfants en disant qu'il y a un monstre sous le lit et le monstre, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais en fait, c'est une poupée de Jean-Luc Mélenchon et c'est lui-même qui a mis la poupée pour faire peur à ses enfants. Ça, c'était improvisé. Voici donc une petite liste de quoi la gauche se rend coupable, selon Jordan Bardella. Des outrances, comportements indignes et irrespectueux à l'égard des instances de la République, refus d'opinions contradictoires et totalitarisme de la pensée, saturation des ondes médiatiques, s'habiller mal, de façon débraillée pour faire populaire, sectarisme, intolérance, cause des divisions dans la société, antisémitisme, refus d'appeler au calme, hurlements contre les barbecues en famille en guise de politique d'écologie, promotion de l'immigration massive et dérégulée, entretien de la culture de l'excuse, livrer en pâture les populations issues de l'immigration à des fins électoralistes, création de territoires moches et laids comme en Seine-Saint-Denis ou à Nanterre, défense du droit à la paresse, assistanat, etc. Je pense qu'on pourrait en faire un slam. Il y a une décrédibilisation permanente de la gauche politique, intellectuelle, syndicale, associative et médiatique. Et notamment visée celle qui refuse de s'aligner sur les dogmes néolibéraux et le cours autoritaire de la vie politique. Forte d'un puissant ancrage électoral, la France insoumise est devenue la cible d'une diabolisation permanente. Et la pauvre Marine Tondelier qui se retrouve citée dans son livre, la pauvre. Elle n'a pas mérité ça. Il dit « Elle m'a lancé un sourire charmeur ». Comment lui résister en même temps? Donc, ce moment où je lis ce livre est très gênant. À gauche, le sectarisme et l'intolérance sont des convictions sincères. Mais pas pour tout le monde. Je me souviens de Marine Tondelier, la chef des écologistes, sollicitant mon aide d'un sourire charmeur pour faire fonctionner le Wi-Fi de son portable lors de ses rencontres de Saint-Denis. C'est très important pour le RN de continuer à se dépeindre, le parti et ses électeurs, comme des victimes persécutées par à peu près tout le monde, à commencer par les journalistes. Peu importe qu'ils monopolisent les antennes médiatiques et qu'ils contrôlent une grande partie du débat public. Il faut continuer à se dire comme un parti seul contre tous. À ce titre, tout ce qui vient remettre en cause leur stratégie et leurs actions n'est jamais adressé avec
des contre-arguments, des faits, des preuves, mais une victimisation systématique et surtout un questionnement sur les vraies motivations des personnes qui les attaquent. Autant à gauche ce sont des hurluberlus dangereux, autant les journalistes et toute voix critique du RN s'inscrit dans une autre catégorie, les fourbes. Les caricatures malveillantes d'une partie de la presse à notre endroit brouillent la sincérité du souffle nouveau que nous voulons incarner pour le pays. Les journalistes seraient donc tout sauf professionnels à vouloir filmer et couvrir ce qui se passe au RN, en pleine période électorale. La violence dont certains journalistes font preuve, telle une meute, se marchant les uns sur les autres, cherchant à nous encercler et à nous immobiliser pour nous contraindre à répondre à leurs questions, m'a toujours laissé pantois. On se passerait de mots, mais il faut le dire et le redire. Du 17 janvier au 7 mai 2023, en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, 7 cadres du RN ont cumulé à eux seuls 274 invitations dans les médias dominants, soit, en moyenne, 2,5 fois par jour, incluant 87 passages dans les matinales audiovisuelles, dont 8 sur France Inter. Et il ose dire que les réseaux sociaux sont des faiseurs d'opinion despotiques, alors qu'il a lui-même dépassé le 1 million d'abonnés sur TikTok, ce qui est énorme, surtout pour un homme politique, et qu'une grande partie de sa stratégie passe par les réseaux sociaux. Il critique aussi les gens en politique qui s'adonnent à des reportages people quand les Français veulent du concret, alors que lui-même a posé 2 fois pour Paris Match. Plus rien n'est à l'endroit. Regardons comment il convoque les accusations d'emploi fictif, de détournement des fonds du Parlement européen qui touchent le RN. J'en ai fait l'amère expérience en septembre 2024. Libération, le quotidien d'extrême gauche, est à la manœuvre. Selon le journaliste Tristan Berthelot, j'aurais fabriqué a posteriori de faux documents pour justifier de mon travail d'assistant à mi-temps aux côtés du député européen Jean-François Jalc pour 1 200 € par mois, de février à juin 2015. Il se comporte comme le dicton, vous savez, celui qui dit « La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ». En fait, il ne contredit absolument pas les accusations, c'est juste son ton outré qui nous ferait comprendre l'aberration complète de cette accusation. Et comme toujours lorsqu'il est acculé, que faut-il faire ? Eh bien, détourner la conversation en parlant non pas de ce qui lui est reproché, mais en accusant l'autre de mauvaises pratiques. Une vie que ce monsieur Berthelot, plumitif, subventionné à l'abri des risques, ne pourra jamais connaître. Ces méthodes indignes salissent la noble profession de journaliste. Oui, le journalisme est connu pour être une profession avec une sécurité de l'emploi absolument folle. Quand on a vraiment travaillé quelque part, c'est hyper facile à prouver. Je rappelle quand même cette dinguerie parce que face à ces accusations, le RN a acheté sur un obscur site allemand un agenda antidaté, donc de l'année 2017. Souvent, ça peut servir, par exemple, pour les séries télé ou etc. Et Jordan Bardella l'a rempli a posteriori pour faire semblant que c'était le sien à l'époque. Non seulement l'agenda existe, mais la preuve que l'agenda a été acheté en 2023 existe. Enfin, quand même. Et pareil pour son travail en tant que député européen, pour lequel il touche, rappelons-le, 7 300 € net par mois, sans compter l'enveloppe de frais qui lui permet notamment d'avoir des assistants parlementaires. Merci à Pierre-Stéphane Faure d'avoir fait la lumière sur les choses, parce que Jordan Bardella écrit que non, c'est faux, ces chiffres de présence prouvent qu'il a bien travaillé au Parlement européen. Déjà, chaque député européen doit s'inscrire dans une ou plusieurs commissions. En général, ils s'inscrivent dans plusieurs. Jordan Bardella, lui, n'est inscrit que dans une seule commission, qui est la commission des pétitions. C'est-à-dire que c'est un groupe qui lit les pétitions citoyennes et les redirige vers d'autres commissions. On l'appelle aussi la commission des planqués. C'est pas moi qui le dis. Mais peut-être les pétitions sont sa passion et il faut bien des députés qui fassent partie de cette commission. Seulement, l'absentéisme des commissions n'entraîne pas de sanctions financières. Donc en fait, entre 2019 et 2023, Bardella a été absent 70% du temps des réunions de commission. Il n'a eu que 3 présences physiques. Il a fait 0 rapport et
21 amendements en 5 ans. Donc, même pas 2 amendements par an. Mais oui, il est bien présent aux sessions plénières. D'ailleurs, il s'est illustré récemment. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Yeah, but not when it's outside the institution. Sorry. Ces sessions plénières sont 3 jours par mois et il a un taux de présence de 94%. La non-présence aux sessions plénières est sanctionnée financièrement. 3 jours par mois, 7 300 € net par mois. Mais bon, il faudrait le croire sur parole. Guidé par la rigueur et la sincérité, j'ai gardé comme unique boussole l'intérêt supérieur de la France et des Français. Les vérités de Bardella sont énoncées comme étant absolues, évidentes, et donc elles n'ont besoin d'aucun chiffre, aucun semblant de fait pour les appuyer. Le concept du déclin civilisationnel de la France est l'équivalent du drapeau rouge en tauromachie qu'on agite pour énerver et effrayer ses électeurs. Il se place du côté des cathos-tradis qui sont menacés par le wokisme, comme en démontre selon lui la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, et surtout les valeurs de l'effort, du mérite, du travail sont perdues. Tiens, ça rappelle quand même des slogans un peu passés. Car oui, Jordan Bardella propose des mesures fortes, puissantes, courageuses, le vouvoiement obligatoire à l'école et le port de l'uniforme. Le RN est en effet un parti sans véritable doctrine. Il développe une vision ethno-nationaliste de l'identité française et veut donc exclure tous ceux qui sont étrangers, peu importe la nationalité française ou pas. Il défend un conservatisme culturel et un retour à un ordre ancien, largement fantasmé. À partir de 2015, il épouse progressivement les thèses identitaires pour défendre la civilisation européenne du métissage ethnique et culturel, péril incarné principalement par les migrants musulmans. Cette idéologie est, cette fois, eurocompatible. Son programme économique, en revanche, est très réfléchi et très nourri. Il tient en un mot, la simplification. Waouh! Quelle audace! Quelle profondeur de la pensée. Bon, le brief est assez léger jusque dans ses propres troupes apparemment. Également tous les taxes, les impôts. Lesquels ? Les taxes, tout ce qui ruine les entreprises. Donnez-nous un exemple. Nous, on a baissé les impôts sur les entreprises de 33 à 25%. Oui. De quels impôts, quelles taxes sur les entreprises voulez-vous baisser ? Toutes les taxes qui sont liées à... Donnez-nous un exemple. Le paradoxe est que le RN se nourrit du mécontentement suscité par les politiques néolibérales qu'il déclare ouvertement vouloir poursuivre. Toutes les politiques, politique c'est un grand mot, mais tout ce que décrit Jordan Bardella à destination du travail et du patronat s'inscrit exactement dans la lignée de ce qu'a fait Emmanuel Macron et de ce qu'il continue à faire depuis maintenant un peu beaucoup d'années. Mais attention, soyons clairs, Jordan Bardella nous le dit, il n'est pas raciste. Oui, il croit qu'il y a un déclin civilisationnel en France. Oui, il croit au grand remplacement. Oui, il est contre l'islam et pense que certaines personnes de certains pays ne peuvent jamais s'intégrer en France. Mais il n'est pas raciste puisqu'il nous le dit. Dommage pour lui, dans son enquête d'investigation, Pierre-Stéphane Faure a identifié le compte Twitter caché de Jordan Bardella. Bon. Je ne partagerai rien ici. Mais oui, c'est raciste. Oui. Ce compte s'appelle, ou s'appelait, peut-être qu'il a été supprimé, Rep Nat du ghetto. Et en fait, tous les gens du RN, en tout cas les jeunes, avaient un compte qui s'identifiait par Rep Nat. Et forcément, Jordan Bardella, c'était du ghetto, c'était un jeu de mots avec... là d'où il vient. François Duprat lui-même, l'un des principaux stratèges de l'extrême droite néofasciste d'après-guerre, avait explicité dès 1976 « Quiconque croit que notre nation est colonisée acceptera tôt ou tard nos méthodes d'action en vue de sa libération. » Rhétorique prophétique et catastrophiste de la destruction de la France qui sert un nationalisme exclusiviste de purification. Et agiter le spectre du déclin est d'autant plus stratégique
qu'il se dédouane en même temps complètement de la moindre responsabilité du RN. Ce parti a à la fois plein de députés, de mairies, leurs thèmes sont repris partout et par tous, mais eux non. Ils n'y sont pour rien. C'est imparable. Nous n'avons aucune responsabilité dans les grands choix qui ont abîmé la France. Et pourtant, une charge considérable pèse sur nos épaules. Nous ne voulons pas mentir. Je sais que la sincérité de notre attachement au pays, comme celui d'un fils à sa famille, que notre désir ardent de demeurer la France, comme la fierté d'un patronyme, sont un lien partagé avec tant de nos compatriotes. Ce sont ces cœurs battant à l'unisson qui font battre le mien. Mais sa trajectoire fulgurante à la tête du RN n'a pas été une croisière tranquille. Non. Il a beaucoup douté, mais heureusement, il a toujours eu une lumière dans la nuit. Cette vie, sous les feux de la rampe, constitue un changement radical. Et je m'interroge, suis-je légitime? Vais-je réussir? Le procès que j'instruis contre moi-même s'accompagne de la peur de décevoir Marine Le Pen. À aucun moment je ne songe à abandonner. Il faut tenir. Il a connu tellement d'embûches, il a tellement donné, qu'il se compare à une figure mythologique. J'ai vécu des choses violentes. Rien ne fut simple. Sans cesse, je gravissais la montagne, comme Sisyphe, son rocher. Je crois que Jordan Bardella n'a jamais entendu parler du mythe de Sisyphe, sinon il n'aurait pas convoqué cette comparaison. Sisyphe n'avance pas, en fait. Sisyphe fait un travail absurde qui ne sert à rien et qui ne mène nulle part. Non, maintenant que je le dis à voix haute, je me rends compte que c'était sans doute voulu. Autant pour moi, Jordan, autant pour moi. Tu es Sisyphe. Mais surtout, il a voulu répondre, les yeux dans les yeux, ou presque, aux accusations d'insincérité. Celles qu'ils font de lui un opportuniste, seulement guidé par l'argent et le pouvoir. Non, pas du tout. Il a été choisi. Il est le prophète d'un genre nouveau. À dire vrai, la politique m'a choisi. Oui, en politique, les rêves, les passions et les craintes d'un peuple deviennent les vôtres. Je le confesse. Mon histoire, mon engagement, ma vie ont été nourris par cette passion dévorante. Je dois aussi avouer que la politique engloutit toute mon existence, la recouvre, me donne le vertige, m'enivre, m'écrase, telle une vague insubmersible. Je vous disais qu'on était dans Wattpad. Hein. Et puis, n'est-ce pas un hasard du destin, s'il se retrouve contemplatif, rêveur même, face à la statue de Jeanne d'Arc, créditée pour avoir chassé les musulmans de France. Mon esprit vagabonde. Je contemple par la fenêtre la statue dorée de Jeanne d'Arc, au centre de la cour intérieure, surplombée d'un drapeau tricolore. Non, vraiment, le temps est compté et, au-delà d'un livre, c'est une prière que Jordan Bardella offre à ses électeurs. À ma génération, je veux dire qu'une voix s'offre à tous ceux qui daignent s'en donner les moyens. La France peut élever, faire grandir, briser les déterminismes, à condition de consentir au travail bien fait, à l'effort, à la volonté. Je supplie les plus jeunes de croire en leurs rêves. Rien n'est jamais figé. Tempus fugit. Là, non. Tempus fugit, c'est trop pour moi. Ça va trop loin. Non, vraiment, les soirées de Jordan Bardella ressemblent à celles de n'importe quel Français. Enfin, non, peut-être pas. 2-3 événements près. Je partage mon temps entre la lecture de Napoléon de Max Gallo, l'écriture et la préparation de la campagne des élections européennes. Ma 2e campagne, 5 années après la grande victoire de 2019. Je déguste un verre de rosé, les yeux rivés sur la mer, quand je reçois un appel inhabituel sur l'un de mes portables. Nous sommes le jeudi 24 août. Il est 21h. Je prends la communication. Elle interrompt automatiquement la musique de mon enceinte connectée. Bonsoir, c'est Emmanuel Macron.
Jordan Bardella's Got Talent. Mais en définitive, ce livre n'est pas tant Jordan Bardella mis à nu qu'une lettre d'amour à son idole, à celle qui l'accompagne, à celle qui rayonne dans ce livre grâce à lui, Marine. Il veut vraiment qu'il n'y ait aucun doute sur la solidité de leur duo, sur la confiance que Marine Le Pen lui porte et le fait qu'ils sont un duo évident pour le pouvoir. Parce qu'il y en a d'autres au Rassemblement national qui ont des velléités de Premier ministre. Mais sont-ils capables d'écrire d'aussi beaux mots ? À vous d'en juger. À la proue, seule et pensive, Marine contemple le panorama. Songe-t-elle à l'avenir ? À ses futurs étés, si elle accédait à la plus haute fonction de l'État ? Osant rompre le silence, je m'approche d'elle. Vous croyez que vous y serez un jour ? Qu'on finira par gagner ? Le regard au loin, sa réponse, simple, déterminée, belle. J'en suis convaincue. Le courage de Marine m'oblige. Son stoïcisme incandescent aussi. Aussi ridicule que soient certains passages et certaines mises en scène de ce livre, et évidemment, comptez sur mon sarcasme génétique pour les relever et les mettre en scène, il y a quand même 2 éléments qui ne font pas rire. Ce n'est pas tant les différents thèmes qui sont traités, évoqués, cadrés par la pensée de Jordan Bardella qui m'ont frappé, mais vraiment le fait que le mensonge est partout, qu'on est véritablement dans une ère de post-vérité où Jordan Bardella peut affirmer des choses aussi aberrantes que de dire qu'il n'est pas d'extrême droite. Et même si on est fatigué, il est important de connaître la réalité de ses discours, de ses stratégies, de savoir sur quel levier la droite et l'extrême droite appuient, parce que il ne faut plus du tout se mettre des œillères sur le fait qu'il s'agirait d'un vote de contestation, un vote de la précarité. Ce n'est pas vrai. La deuxième chose essentielle, c'est que lorsque l'on voit les files d'attente interminables aux sessions de dédicace des livres de Jordan Bardella, on peut facilement se dire que ce sont ces personnes-là. Le problème est exclusivement eux. Mais il faut reconnaître que même tous ces gens avec lesquels je ne suis fondamentalement, moralement, éthiquement pas d'accord, ils sont les garde-fous de privilèges qui sont aussi mes privilèges. À moi et à nous. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans le piège qui consisterait à voir les comportements d'oppression, de domination, de stigmatisation, conscients et inconscients d'ailleurs, qui ne seraient que le fait d'autres dans la société, d'autres qui seraient facilement identifiables sous une étiquette bien commode que l'on applique. Il faut questionner quel rôle actif et passif on joue aussi dans l'extrême droitisation de notre société. Comme le dit Hugo Paletta, l'extrême droite n'a pas le monopole du racisme. Et ce ne sont pas eux qui auraient inoculé le virus du racisme à une société française demeurée jusque-là allergique au racisme. Je ne vais pas vous mentir, je suis déprimée à la sortie de ce livre et de tous les autres ouvrages que j'ai convoqués pour faire cette vidéo sur l'extrême droite. Il est difficile de ne pas se sentir abattu, démuni, dépossédé, incapable d'agir, de réagir d'aucune manière contre la montée de l'extrême droite en France qui semble inévitable. C'est parce que la possibilité de débat réellement contradictoire, d'une pensée critique, d'une pensée qui va à l'encontre de ce cadre de pensée qui est de droite et d'extrême droite, que il est essentiel, à mon sens, de justement continuer à exposer, à ne pas laisser ces discours sans réponse et sans contradiction, même si cela passe aussi par le fait de juste se moquer un petit peu de temps en temps. Mais pas seulement s'en moquer. Comme Félicien Faury le conclut dans son ouvrage, étudier le Rassemblement national, comprendre ses électeurs, c'est aussi se rendre compte que ceux-ci ne penchent vers l'extrême droite que parce que le monde dans lequel ils vivent penche avec eux. Comme je vous le disais dans l'introduction, j'ai fait le choix de ne pas tout traiter dans cette vidéo, très sincèrement parce que j'étais déprimée. Et j'ai hésité à faire cette vidéo, mais c'est en voyant
tout ce qui est en train de se passer en Allemagne, en Europe, aux États-Unis, et qui risque très fortement d'arriver en France, que je me suis dit que je me sentais une forme d'obligation morale de parler de ce livre. Mais j'ai dû faire des choix et c'est pour ça que je vous recommande plusieurs ouvrages et quelques vidéos aussi. Si vous voulez comprendre davantage l'écosystème RN, je vous conseille de lire le livre sur lequel je me suis énormément basée pour faire cette vidéo de Pierre-Stéphane Faure qui s'appelle Le Grand Remplaçant et qui est une enquête d'investigation centrée sur la figure de Jordan Bardella. J'ai préféré le livre au complément d'enquête dont est tiré le livre ou l'inverse, mais en tout cas, c'est Pierre-Stéphane Faure qui a travaillé sur les deux. L'émission est disponible jusqu'en février. Donc, à date de publication de cette vidéo, je ne sais pas si elle sera encore disponible. Il y a aussi une excellente vidéo sur d'où vient l'argent de la famille Le Pen. Le livre de Félicien Faury est excellent pour comprendre la réalité sociologique d'un vote RN qu'on montre assez peu, justement, dans les représentations médiatiques et même dans nos représentations collectives sur la classe moyenne de la région PACA. On associe encore énormément le vote RN à un vote de pauvreté, de zones désindustrialisées, le Nord, les ouvriers qui n'ont pas de chance, etc. Et justement, le livre de Félicien Faury, non seulement, déjà, il met la question du racisme au centre de ce vote, et en plus, il va vraiment détricoter énormément de déterminants à l'œuvre dans ce vote, car le vote est toujours quelque chose qu'on fait collectivement et jamais individuellement dans l'isoloir. Je vous recommande aussi Extrême droite, la résistible ascension, qui est un ouvrage collectif qui est absolument fascinant pour comprendre le contexte global et les stratégies à l'œuvre dans la montée de l'extrême droite en France. En fait, c'est génial pour avoir vraiment une vue un peu 360, ne pas rentrer dans le fond de chaque sujet, que ce soit l'aspect financier, que ce soit féminisme, enfin la récupération du féminisme par l'extrême droite, la récupération écologique aussi de l'extrême droite, en fait, toutes ces dimensions-là. Même si le titre du livre, c'est La résistible ascension, c'est possible de lutter, je vous préviens, moi, il m'a déprimée parce qu'en lisant ce livre, je me suis dit, en fait, on est foutu. Mais pour vous quitter sur une note un peu plus positive, je sais pas, mais il y a l'excellente aussi vidéo de Margarito sur une sélection de livres sur l'extrême droite que je vous invite aussi à aller voir parce qu'elle parle de énormément d'autres lectures que moi je n'ai pas faites et de livres que je n'ai pas convoqués ici. Bon allez, je vous laisse parce que c'est pas tout ça, mais tempus fugit.